Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter Mathis Stock, qui est donc professeur de géographie du tourisme à l'Université de Lausanne, qui, comme chacun sait, est en Suisse. Et donc ses recherches portent sur l'habité et les mobilités spatiales dans le tourisme, donc dont le tourisme, dans les sociétés contemporaines et sur les questions théoriques et épistémologiques en géographie. Et donc sa conférence porte sur la mondialisation et le tourisme à Paris. Je vous remercie beaucoup d'être si nombreux et bonne conférence. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Je suis ravi d'être là. En effet, Lausanne est en Suisse. Mais on ne va pas faire de leçons de géographie ou épistémologie de la géographie aujourd'hui. On va te parler de la mondialisation et du tourisme concernant Paris. Alors, vous voyez, j'ai un petit peu précisé depuis mon titre d'aujourd'hui. Il est un petit peu plus, précis, peut-être aussi un petit peu plus difficile d'accès. Mais j'essaye de m'expliquer tout au long de cette heure, je crois qu'on est ensemble, sur le lien entre les processus de mondialisation et le tourisme à Paris. Et j'ai intitulé aujourd'hui ma conférence « Paris, capitale mondiale du tourisme » parce que, vous allez le voir tout de suite, c'est un label que Paris se donne, la mairie de Paris exploite. Et peut-être ce serait bien de regarder un petit peu de plus près de quoi il s'agit. Est-ce qu'on a les chiffres qui nous permettent de dire que oui, Paris, c'est la capitale mondiale du tourisme. Donc on va voir ça, donc on va parler un petit peu de chiffres, comment on peut les construire, comment on peut en parler. Mais en même temps, je vois ça, et vous allez le voir au cours de ma conférence, cette question de la capitale mondiale, ce que parfois je vais appeler la centralité mondiale, est une lutte d'ordre symbolique. Je vais appeler ça comme ça, dans un champ qu'on appelle tourisme, le champ mondial du tourisme, dans lequel luttent différents lieux touristiques pour notamment le titre de capitale mondiale du tourisme. Vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a beaucoup de concurrents. Paris n'est pas la seule capitale mondiale du tourisme. Et donc, on va voir d'une part cette question de la lutte symbolique pour ce titre capitale mondiale du tourisme. Et après, j'aimerais vous montrer quelques travaux qui concernent plus précisément la question de la mondialisation, pour comprendre que ce que j'ai appelé là champ mondial du tourisme est en mutation, au sens où, dans un premier temps, donc au cours du XIXe siècle, c'était un champ tout petit, avec très peu de lieux, et Paris faisait déjà partie, au XIXe siècle, des hauts lieux du tourisme, et qu'aujourd'hui, à la différence de ce qui s'est passé au XIXe siècle, il y a un très très grand nombre de lieux qui sont justement en concurrence, et donc le champ mondial du tourisme s'est modifié, s'est densifié, et donc il y a plus de concurrence, si vous voulez, autour du tourisme. Mais qu'au final, ce qu'on peut aussi montrer, c'est que la mondialisation a profité à Paris depuis 200 ans, en tout cas en ce qui concerne le tourisme, puisque aujourd'hui le nombre de touristes s'est démultiplié par rapport aux chiffres relativement modestes du XIXe siècle, ou même encore du milieu du XXe siècle. Mais on va voir ça en détail. Ce que j'aimerais peut-être juste rapidement dire, et comme ça on n'en parle plus, qu'est-ce que mondialisation veut dire? Vous le savez, ça fait maintenant à peu près 25 ans que tout le monde en parle, et on a toujours l'impression que la mondialisation, c'est un état de fait, quelque chose extérieur à nous, acteurs du quotidien. Et
ce qui est bien dans la langue française, c'est que on a des indications dans les terminaisons, dans les suffixes. Hein, ion, ça veut toujours dire que c'est un processus. Et il est très important de prendre la mondialisation comme un processus d'un ensemble d'interrelations qui se passent aujourd'hui à l'échelle mondiale. C'est ça la mondialisation. Et donc, il y a, dans un premier temps, je vais vous le montrer, les touristes venaient d'un tout petit nombre de pays, à Paris, hein, surtout des pays européens. Et aujourd'hui, les touristes viennent de partout dans le monde. Et donc, on voit bien ce processus de mondialisation du tourisme, c'est-à-dire que, dans un premier temps, un très petit nombre de touristes et de pays étaient touchés. Et aujourd'hui, un très grand nombre de pays sont touchés. Alors, on va voir tout ça en peut-être un petit peu plus d'une heure. Et après, je suis disponible pour des questions, pour des commentaires, tout ce que vous voulez. Alors, capitale mondiale, vous connaissez peut-être tous ce flyer. Une dynamique pour Paris, 27 millions de visiteurs par an, capitale mondiale du tourisme. Et là, tout de suite, on peut se poser la question, mais d'où viennent ces chiffres? Est-ce que ce n'est pas un coup de bluff? Est-ce que ce sont des chiffres fiables dont il s'agit? Comment est-ce qu'on compte? Et pourquoi on appelle ça capitale mondiale? Alors, j'ai cherché un petit peu, notamment pour comprendre d'où ça vient le terme capitale mondiale du tourisme. Et j'ai trouvé dans les années 1940-50 une conférence d'un responsable du tourisme parisien qui évoquait ce terme-là, capitale mondiale du tourisme, donc Paris, capitale mondiale du tourisme. Ce n'est pas du tout une invention récente, elle est plus ancienne. Et vous avez déjà entendu parler d'autres capitales mondiales. Capitale mondiale du parfum, du vin, des tournois de tennis des moins de 13 ans. Alors, c'est quelle ville? Oui. Et donc, ça, c'est très intéressant. Donc, ce que dans mon langage à moi, j'appelle des centralités mondiales. Ce n'est pas des capitales, parce qu'une fonction capitale, c'est peut-être un petit peu plus, peut-être plus de fonctions administratives, mais en tout cas, c'est une centralité mondiale dans le tourisme. Et pour Paris, c'est indéniable. Mais on va essayer de regarder un petit peu comment se construisent ces chiffres, parce qu'en France, on a la particularité, à la différence de la Suisse ou de l'Allemagne et autres, que les statistiques du tourisme se fondent sur des estimations plus que sur des comptages. Alors, juste pour donner un exemple, dès que vous arrivez en Allemagne ou en Suisse, dans un hôtel, vous remplissez la fiche, et après, l'hôtel transmet la fiche à la municipalité, où c'est enregistré, et donc ils peuvent faire des statistiques sur les provenances, sur l'âge, même au niveau de la ville d'où vous venez, etc. Donc, ils ont des chiffres relativement précis. En France, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est très intéressant, c'est très drôle, parce que depuis les années 1950, on se plaint de cette difficulté de comptage des touristes. Les touristes bougent, ils sont mobiles, on ne sait pas où les compter, ils ne vont pas tous à l'hôtel. Donc, sans cesse, il y a des problèmes comme ça. Donc, c'est un problème relativement ancien, donc ce n'est pas nouveau, mais ça... oui, ils veulent, non? C'est trop, oui. Mais regardez un petit peu, donc à un moment donné c'était 25 millions, un an plus tard c'était 29 millions, et puis en 2013 c'était 37 000 millions de nuitées. Donc pareil, parfois on compte le nombre de touristes, parfois on compte les nuitées, donc le nombre de nuits que les différents touristes ont passé. Donc il y a différents chiffres qui existent et dont il faut être conscient quand on lit, je ne sais pas, 36 millions ou 60 millions ou 15 millions. Il faut dans un premier temps réfléchir un petit peu et savoir de quoi il s'agit. Alors, vous vous souvenez de la controverse de 2014, très intéressante.
Parce qu'il s'est agi de savoir qui était la capitale touristique dans le monde. Est-ce que c'est Paris ou Londres? Donc là, j'ai trouvé des extraits de journaux. Donc ici, c'est le Figaro. Bon, je ne suis pas un lecteur de Figaro, mais j'ai trouvé ça là. Par exemple, là, vous avez, donc avec 47 millions de visiteurs, Paris reste la première destination touristique au monde, devant Londres, 35 millions. S'est réjoui mardi 13 mai, l'adjoint de la mairie de Paris, chargé du tourisme, Jean-François Martins. L'Office de tourisme a publié les chiffres de la fréquentation 2013 en incluant pour la première fois le Grand Paris, c'est-à-dire Paris et les 3 départements de Petite Couronne. Donc ça, c'est un point très intéressant. C'est très drôle aussi, parce que dans un premier temps, jusqu'ici, on avait comptabilisé uniquement les arrivées des touristes et les nuitées à l'intérieur donc, du périphérique, comme si Paris s'arrêtait au périphérique. Et donc, les autres départements, les autres arrivées, notamment Disneyland Paris, qui était aujourd'hui un très très gros pôle. Hein. Ce n'était pas comme ça il y a 25 ans, mais aujourd'hui c'est un très très gros pôle touristique à Paris. Et donc, on l'a inclus notamment parce qu'avec l'argument que oui, mais Londres est aussi très très grand, donc nous aussi il faut qu'on augmente un petit peu notre assiette spatiale, non pas l'assiette fiscale. Donc, on s'explique, ce nouveau mode de calcul a été établi pour répondre à une polémique remontant au mois de janvier. En pleine campagne des municipales parisiennes, la candidate UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet, reprenait à son compte un article du Figaro affirmant que Londres avait détrôné Paris en devenant en 2013 la ville la plus visitée au monde. La socialiste Anne Hidalgo lui avait alors répliqué qu'il était plus pertinent de comparer Londres au Grand Paris en termes de superficie. Donc là, on a tout de suite aussi une indication, excusez-moi, je vais utiliser un grand mot, de la géographicité des chiffres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions géographiques lorsqu'on compte quelque chose qui sont nécessaires à prendre en compte, parce que justement, selon la superficie, selon le nombre de, ici dans le cas, communes, départements pris en compte, le chiffre varie, bien sûr. Alors, ça a continué aussi. Ici, c'est le Parisien. Dit à peu près la même chose, et notamment on insiste sur la différence en termes de superficie. Le Grand Londres, 1500 km², couvre une aire à peu près comparable à la région Île-de-France. Donc, sous-entendu, ce qu'il faudrait compter, si on comparait Paris et Londres, c'est en fait l'Île-de-France tout entière. Et d'ailleurs, ça se fait. Ça, c'était une petite carte que j'ai reprise à l'INSEE, et vous voyez très bien comment les chiffres évoluent. Paris intramuros, 15,6 millions d'arrivées hôtelières, 30 millions de touristes. Donc, vous voyez aussi que ce sont des estimations, parce qu'on sait certes combien d'arrivent dans les hôtels, à peu près, parce qu'on fait des sondages, mais le reste, c'est-à-dire que les touristes ne vont pas tous à l'hôtel. Ils vont dans les appartements. Je pense que maintenant, vous connaissez tous Airbnb. Un autre gros problème pour le tourisme à Paris, ou chez des amis, tout simplement, chez la famille. Ils sont peut-être même des résidences secondaires. Il y a 10% des logements à Paris qui sont propriétés de personnes de nationalité étrangère. Donc, on peut penser que ce n'est pas seulement pour l'investissement, mais aussi pour passer des week-ends ou des vacances là. Donc, il y a tout un pan de la pratique touristique à Paris qu'on a du mal à chiffrer. Et donc là, c'est tout petit, hein, ici Paris, par rapport à l'Île-de-France. Et puis après, vous avez donc les chiffres produits pour le Grand Paris, et puis les chiffres produits pour l'Île-de-France. Vous voyez que ça double à peu près. Vous voyez un petit peu la manière dont on veut établir le fait que Paris soit une capitale touristique du monde dépend en fait beaucoup de la façon dont on compte. Alors, est-ce qu'il réagit? Oui, il réagit. J'ai encore une troisième source, BFM TV, magnifique. Mais qui se fait juste l'écho de ce qui se fait par ailleurs. Ça, c'est un classement de Mastercard qui fait tous les ans avec d'autres chiffres qu'ils inventent aussi, comme tout le monde.
des rankings, parce que nous sommes dans l'ère du ranking. Vous savez, tout est toujours mis en classement et comparé de cette façon-là. Et donc, bien sûr, il faut là aussi des critères. Alors là, on a choisi le nombre de touristes étrangers selon les différentes villes. Étrangers. Et c'est entre autres ça aussi qui était la polémique entre Paris et Londres. Alors, ils se sont mis d'accord. Hein. La mairie de Paris et la mairie de Londres se sont mis d'accord. Alors, c'est Paris, la capitale mondiale du tourisme, parce qu'elle a effectivement plus de touristes, mais Londres est la ville avec plus de touristes étrangers dans le monde. Bon c'est un accord comme un autre. Hein. Et donc ici, on trouve même Bangkok qui est au-delà, mais j'ai regardé un petit peu comment ils comptaient Mastercard. Alors c'est encore plus flou que Paris et Londres. On compte globalement les arrivées dans les aéroports. Donc c'est en fait dans ce ranking-là, tantôt on compte les arrivées hôtelières, tantôt on compte les arrivées à l'aéroport, tantôt on compte autre chose. Donc c'est tout ce qu'on arrive à attraper en fait. Hein. Donc ça c'est souvent le cas dans ce genre d'études. Donc tout ça pour dire que c'est pas aussi évident de trouver des solutions à ça. Et si on regarde un petit peu dans l'histoire, parce que c'est quand même une conférence qui s'intitule mondialisation, donc le processus qui est attaché, amarré à cette exposition Bon baiser de Paris. On regarde un petit peu dans l'histoire. Alors, je n'arrive pas à trouver les chiffres d'il y a 300 ans. L'exposition veut retracer 300 ans de tourisme à Paris. C'est un petit peu difficile. En revanche, à partir des années 1950, on arrive à le faire. Et alors je ne vais pas commenter tous les chiffres. Juste un. Alors ça, c'est au niveau de la France, hein, d'accord ? C'est pour toute la France. Et regardez le nombre de touristes dans les années 1950. Donc étrangers, nombre de touristes étrangers, 3 millions. Si vous avez à peu près une idée de ce qui se passe aujourd'hui, là aussi, chaque année, la France est première. Hein, attention. C'est pas seulement Paris qui est capitale, c'est aussi la France qui est la première destination. Vous savez à peu près le chiffre ? Oui, 80 millions à peu près ? Oui, 80. 80. Oui, je crois qu'il y a certainement une connexion Wi-Fi ici, ou 4G, ou je ne sais pas quoi. Regardez sur Google. Ok, très bien. Donc vous voyez un petit peu c'est ça aussi la mondialisation. Hein, dans un premier temps, on avait relativement peu de pays qui contribuaient au tourisme en France, et l'importance du tourisme était beaucoup moindre. Et donc là, on multiplie par 20, 25, 30. Hein, donc c'est vraiment un accroissement très très important du tourisme depuis 1950. D'ailleurs, au niveau mondial aussi. Hein. En 1950, il y avait dans le monde entier 25 millions de touristes qui étaient comptés, touristes internationaux, donc ceux qui franchissaient une frontière. Aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard. Donc vous voyez aussi là une augmentation très, très importante. Alors, et si on regarde justement, on peut encore remonter plus loin dans les années 20, mais pas beaucoup plus. Vous voyez, donc là on est dans 2 millions, 1,5 million à peu près. Donc par rapport à aujourd'hui, c'est pour toute la France. L'importance est vraiment moindre. Et ici, j'ai trouvé quelque chose pour Paris, uniquement pour quelques mois ici, hein, pas sur toute l'année, mais dans les années 1937, voilà le chiffre du nombre de touristes qui n'a rien à voir avec les chiffres d'aujourd'hui. Hein, donc avec ce qu'on a vu tout à l'heure, entre, disons, 15 millions ou 20 millions, 20, 30 millions, peu importe, finalement, on voit bien que ici, vraiment, l'importance du tourisme pour Paris s'est démultipliée. Est-ce qu'il veut ou pas ? Oui,
Et justement, déjà à l'époque, on fait état des difficultés de comptage en disant que voilà, c'est pas toujours rigoureusement comparable. C'est-à-dire que parfois, on a des chiffres qui viennent des hôtels garnis, qui étaient encore très populaires à l'époque, qui n'existent quasiment plus aujourd'hui. Et puis d'autres du préfet de police, donc à travers les fiches de police que les étrangers devaient remplir. Et donc, là aussi, donc la fiabilité, ou disons la comparabilité des chiffres n'est pas très établie. Bon, j'ai encore regardé un petit peu, donc dans les années 1937, pour Paris, on compte donc un petit peu moins d'1 million. Dans les années 50, on est encore à 1 million. Donc vous voyez que c'est à peu près un tiers de l'ensemble du tourisme étranger en France à l'époque. Et aujourd'hui, ça reste à peu près comme ça. Donc vous voyez que ici, c'est à partir des fiches de police. La base de cette... la base chiffrée, en quelque sorte, pour établir l'importance du tourisme est assez difficile à établir. Et donc, sans cesse, on discute des problèmes. Par exemple, là, on dit donc la statistique est calculée à partir des fiches de police, étant donné que ces chiffres ne tiennent compte ni des étrangers ni dans les pensions, les meublés, les chambres ou appartements sous-loués, ni de nombreuses personnes logées chez des amis, ni enfin de tous ceux qui, ayant mal rempli ou n'ayant pas rempli les fiches de police, ne figurent pas. C'est environ 50% de plus qu'il convient d'estimer le nombre des touristes étrangers ayant fait un séjour à Paris. Et bon, la France, ensuite, est, comme on sait, entrée dans la phase de la modernisation. Mais en ce qui concerne les statistiques de tourisme, vous trouvez des publications de l'INSEE qui sont également, comment dire ça, de façon polie, estimées, avec plus ou moins de précision, puisque, par exemple, d'année en année, on faisait les sondages une fois, et pendant 5 ans, à peu près, on ajoutait tous les ans 10%. Et après, on faisait le prochain sondage. Donc, c'est très intéressant quand on se plonge comme ça dans l'appareil statistique, la manière dont on fabrique les chiffres, parce qu'après, ça devient une base, alors pour les administrations, et aussi, bien sûr, pour la communication, hein, puisqu'on est dans la lutte symbolique, hein, je le rappelle. Donc ici, pareil, c'est toujours Paris, toujours dans les années 50, une façon de voir un peu l'importance des pays. Qui était là, hein? Est-ce que c'est le monde entier qui était à Paris à l'époque? Non, c'était plutôt des Européens. Après, vous avez les États-Unis. Et puis, à un moment donné, mais ça c'était plutôt avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui apparaît très peu ici, ce sont les Sud-Américains. Parce qu'il y avait donc toutes les métropoles, Buenos Aires par exemple, qui étaient des villes très riches, et donc qui envoyaient des touristes en Europe. Donc c'était une petite base par rapport à cette mondialisation qui existe aujourd'hui. Bon, là encore une indication des difficultés de comptage, parce que la mobilité des touristes fait que parfois on les compte 2 ou 3 fois, puisque parfois, d'abord ils sont à Paris, après ils sont à Nice. Ah oui, on les compte 2 fois. Et ça gonfle bien sûr la statistique pour le niveau de la France. Vous voyez aussi, pour les monuments parisiens, j'ai essayé de regarder un petit peu l'importance de la fréquentation. Et vous voyez, par exemple, le Louvre, dans les années 50, dans les 600 000. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus. Hein, c'est dans les 6-7 millions. Vous voyez aussi Notre-Dame, pareil, pratiquement pas fréquenté. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus. Et vous voyez la basilique de Saint-Denis, qui existe dans les guides touristiques de Paris depuis le XIXe siècle. Et elle, par contre, elle a très très peu gagné. Saint-Denis, tout le monde sait quelle image ça a aujourd'hui.
Ça se reflète un petit peu dans les chiffres. Je crois qu'il y a 180 000 visiteurs à la cathédrale, à la basilique de Saint-Denis. Donc la différence existe, bien sûr, mais elle n'est pas aussi énorme que pour les autres monuments. Pareil, mais bon, ça c'est peut-être pas important. Et là, on change carrément d'échelle. C'est un choc. Là, maintenant, on commence à compter en 10 millions, tout à coup. Hein. Ce n'est pas un changement tout à coup, je le fais exprès pour vous montrer que dans les années 1950, on comptait par disons, centaines de milliers ou de millions, et ici on commence à compter à 10 millions, ici à partir des années 90, où vous voyez que les chiffres ont vraiment explosé, et on a là des chiffres, de nouveau, on peut en dire ce qu'on veut, mais on a une succession, en tout cas, pour les 25 dernières années, où on voit d'une part les arrivées hôteliers qui sont déjà au milieu des années 90, autour de 12 millions, et qui, vous voyez, n'évoluent pas tellement dans les dernières 25 ans. Et puis, vous avez, en revanche, quand même une augmentation des nuitées, donc le nombre de nuits passées. Donc là, on est dans une autre dimension. Hein. On est dans une phase où le processus de mondialisation s'est intensifié et qui, justement, se reflète dans une augmentation très nette du nombre de touristes à Paris. Alors, si on réfléchit un petit peu sur ce que Paris fait dans cette mondialisation du tourisme, on peut peut-être dire 3 points que je vais essayer d'illustrer par la suite. C'est une métropole qui s'insère de façon très précoce. J'ai dit 19e siècle. On peut, puisqu'on compte maintenant les 300 ans du tourisme à Paris, remonter encore un petit peu plus loin. Mais il y a débat, disons, en histoire du tourisme pour savoir si le tourisme émerge en 1700, en 1800, ou s'il est déjà présent chez les Romains. En tout cas, pour ma part, en tout cas, je pense que c'est à partir des années 1800, bon, on ne peut pas faire en tout cas 19e siècle, c'est un phénomène du 19e siècle. On peut bien sûr en discuter, si vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est que le terme apparaît. Hein. Avant le 19e siècle, le terme tourisme, tourism, d'abord en anglais, après en français, et puis dans les autres langues, n'existe pas. Hein, il est d'invention fin 18e, début 19e. Le touriste, dans un premier temps, après le tourisme, comme cet ensemble social, cette norme sociale aussi, est inventée au début du XIXe siècle. Mais bien sûr, il y a des voyages pour la formation des aristocrates anglais avant, donc ce qu'on appelle le Grand Tour, hein, le fait de passer à travers toutes les grandes villes européennes, et notamment Paris, mais aussi les villes allemandes, et notamment les villes italiennes, hein, pour former les jeunes à la culture. Bon, je ne sais pas si vous savez, quand les jeunes aujourd'hui partent pendant 1 an en sabbatique, on sait bien ce qu'ils font. À l'époque, c'était pareil. Donc c'était un petit peu de formation, un petit peu de culture, mais aussi beaucoup de beuveries, beaucoup de femmes, etc. Ça fait partie de la formation. Hein. Donc en tout cas, ça c'est Paris est déjà dans ce champ du tourisme à cette époque-là. Hein, ça c'est une première idée qui est très importante à comprendre. Et on pourrait dire que le capital symbolique de Paris comme destination magnifique pour le monde entier se construit depuis 200 ans, plus de 200 ans aujourd'hui. Et ça, c'est un premier point très important.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, Paris est dans tous les guides, dans toutes les langues. Dès que des sociétés accèdent au tourisme, par exemple, il y a une dizaine d'années, la Chine, les Chinois, la première destination choisie, c'est Paris. Donc ça, c'est vraiment un point très important et c'est un capital avec lequel Paris joue. Et ça se construit sur le long terme, et ça s'est construit sur le long terme. C'est une métropole, du point de vue du tourisme, qui est concernée par toutes les poussées de mondialisation. Alors, je m'explique. La mondialisation, j'ai dit que c'est un processus qui s'établit à l'échelle mondiale, ne se fait pas de façon linéaire. Il y a des à-coups, il y a des accélérations, si vous voulez, après il y a des arrêts. Par exemple, il y a une accélération très importante au XIXe siècle, entre 1870 et 1914. Une internationalisation de tous les échanges, des échanges scientifiques, des échanges commerciaux, et la Première Guerre mondiale arrête dans un premier temps cette mondialisation. Et ça, c'était vraiment 45 ans extrêmement importants au niveau des échanges internationaux, et y compris pour le tourisme, bien sûr. Et ça, c'est un premier point très important. Et après, il y a, disons, jusqu'en 1945, au niveau mondial, un arrêt, même si Paris est resté, vous avez eu une conférence là-dessus, dans les années 1920, la ville des Américains, une petite poussée d'internalisation et de mondialisation, mais ça s'est plutôt arrêté jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où ça a repris, et ça s'est intensifié encore à partir des années 1970, et c'est pour ça que dans les années 90, le terme mondialisation apparaît, pour désigner ce qui s'est passé les 20 dernières années. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le courant de la global history, de l'histoire globale, et justement essaye de retracer les moments où d'autres mondialisations avant cette dernière mondialisation ont eu lieu. Et justement, on en a bien sûr trouvé, quand on cherche, on trouve. On estime aujourd'hui que avec Christophe Colomb et les explorations à partir du 15e, 16e siècle, là, il y a une première poussée de mondialisation. Mais bon, ça ne nous concerne peut-être pas aujourd'hui pour le tourisme. Et donc, il y a un troisième point que j'aimerais montrer, c'est ce que tout à l'heure j'ai appelé un champ touristique mondial, avec un terme peut-être un petit peu plus géographique, puisque on travaille en géographie sur des questions d'ordre spatial, donc on aime bien trouver les raisons, les ressorts d'ordre spatial dans l'ensemble des processus sociaux. Et on a un très joli terme, écoumène, qui est très ancien, qu'on peut, je crois, utiliser aujourd'hui pour dire, dans un premier temps, ça voulait dire le monde habité. Et puisque aujourd'hui, les humains vont un petit peu partout, on peut dire que l'ensemble du monde est habité, même de façon peut-être parfois temporaire, comme des déserts ou l'Antarctique, mais en tout cas, c'est habité. C'est approprié, l'ensemble de la Terre est approprié. Et ça marche très très bien pour le tourisme, parce que dans un premier temps, très très peu d'endroits sur la Terre étaient inventés pour le tourisme, étaient touristiques. Il y avait très peu de monde au XIXe siècle. Et que, successivement, jusqu'à aujourd'hui, il y a une densification et une mondialisation de un couvrement quasi total du monde par le tourisme. Alors ça ne veut pas dire que partout et en tout temps il y a des touristes, mais ça veut dire que il y a une démultiplication des lieux touristiques et il y a une capacité de projection, de s'équiper d'un regard touristique sur l'ensemble des lieux du monde. La notion de regard touristique est assez intéressante, parce que justement, elle permet de dire que
tout à coup, on regarde n'importe quel objet, n'importe quel lieu, comme étant touristique, comme s'il avait un intérêt touristique. Et pour Paris, c'est évident. On peut, dans le quotidien, aussi pratiquer Paris autrement qu'en touriste. Mais dès qu'on chausse ces lunettes touristiques, hein, on regarde Paris ou n'importe quel lieu comme s'il y avait un intérêt touristique. Alors, je vais vous montrer, du coup, quelques cartes. Ici, c'est le monde touristique avant 1800. Donc, vous avez pratiquement que l'Europe qui est un petit peu concernée, donc un petit peu la côte est des États-Unis, mais il y avait et c'était principalement des villes thermales. Il y avait déjà quelques stations balnéaires en Angleterre. Alors, vous connaissez peut-être Brighton, dans le sud-est d'Angleterre, qui était une station balnéaire déjà depuis 1750. Mais il y avait relativement peu de lieux et se concentrer surtout en Europe. Ici, en 1850, le monde est toujours assez peu touristique. Vous avez une densification en Europe parce que cette importance des stations balnéaires s'est généralisée. Vous avez des stations balnéaires en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en Italie. Ça explique pour beaucoup cette densification, c'est par les stations balnéaires. Et vous avez également, bien sûr, les premiers lieux alpins qui deviennent aussi touristiques. Vous avez les grandes stations qu'on connaît encore aujourd'hui, Grindelwald en Suisse, Saint-Moritz en Suisse, Chamonix en France, qui deviennent touristiques. Donc une densification, surtout par les stations balnéaires et par la montagne. Ici, vous avez, je rappelle, c'est l'une des poussées de la mondialisation entre 1870 et 1914. Là, vous avez une densification en Europe, mais vous voyez déjà un petit peu partout des lieux touristiques. Alors, justement, tout à l'heure, je vous parlais de Buenos Aires. Vous avez des stations balnéaires en Amérique du Sud qui sont créées pour les riches des villes, donc ici Buenos Aires ou Montevideo. Vous avez au Brésil la même chose. Et puis vous avez le long du chemin de fer canadien des stations touristiques qui sont créées. Vous avez une densification autour de la côte est des États-Unis jusqu'aux chutes Niagara. Déjà avant le XXe siècle, c'était un lieu touristique. Et vous avez toute une densification de l'Europe extrêmement impressionnante. Et ça concerne à la fois les villes. Bien sûr, Paris est toujours très inséré dans ce réseau mondial. Les villes, les stations balnéaires, ça se généralise. Et surtout en France, les stations balnéaires. C'est très intéressant de voir aussi la différence entre ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en France, où les villes d'eau, les stations thermales sont jusqu'en 1914 très, très investies. Mais vous avez déjà aussi ici l'Égypte. Vous avez en Inde, alors les Anglais avaient créé ce qu'on appelle les hill stations, donc en montagne, des stations de repos pour Anglais. Et vous avez ça. La même chose dans l'ensemble du sud-est asiatique, vous avez ça en fait, des hill stations créées par des colons. Et là, on voit que ce qui est très intéressant, c'est que la mise en tourisme du monde est liée, entre autres, à la colonialisation. Ce n'est pas seulement des logiques économiques, c'est aussi des logiques coloniales qui expliquent la mise en tourisme du monde.
En 1950, donc il y a encore une densification, il y a une démultiplication, notamment ici en Australie. Vous avez l'Afrique qui commence déjà à être touristique. Et bien sûr, toujours cette densification en Europe, le Japon. Et là, c'est au début de ce qui deviendra un des booms importants, c'est les stations de sport d'hiver. Là, on est au début. Et peut-être qu'il va s'arrêter avec le réchauffement climatique. En tout cas, cet hiver, en Suisse, il y a eu très peu de neige jusqu'ici. Et donc, les stations touristiques sont devant certaines difficultés. Alors, aujourd'hui, vous voyez toujours une densification de l'Europe, l'ensemble, l'Afrique se couvre également. Il y a une densification également de l'Amérique latine, de l'Asie, ici Thaïlande par exemple, et puis l'Australie. Alors ça, ce sont des cartes qui ont été fabriquées à l'aide d'une sélection assez drastique de lieux touristiques les plus connus dans le monde entier. Alors on a là une base de données d'environ 2000 lieux dans le monde. 2000. À chaque fois, on a la date d'émergence et on a le toponyme, la localisation. Mais évidemment, dans le monde, il y a plus de 2000 lieux touristiques. C'est pour ça qu'on a essayé de voir si on ne pouvait pas augmenter notre base de données, notre base, pour avoir une vision un petit peu plus globale, plus robuste. Et ça n'était pas été très facile parce que cette information n'existe pas. On ne peut pas taper sur Google et dire « Tiens, j'aimerais bien savoir combien de lieux touristiques y a-t-il aujourd'hui en 2015-2016 ?» Et puis, mais donne-moi aussi les chiffres pour 2000, 1900, etc. Alors, il faut construire avec difficulté cette information-là. Et on a choisi de faire un travail un petit peu difficile, et on a regardé dans les guides touristiques, dans les publications des guides touristiques, où il y a toujours, pas toujours, mais souvent un index derrière avec l'ensemble des lieux touristiques qui sont traités dans le guide. Et donc on a comme ça collectionné des guides entre 1800 et aujourd'hui, en essayant de couvrir tous les pays du monde, et en ayant comme ça, à travers l'année d'édition du guide, on a une information temporelle. Elle est approximative, d'accord, mais elle est déjà pas mal. Et puis on a le toponyme. Et donc on a essayé de cartographier, ça c'est le résultat, ici c'est à peu près 40 000 lieux. Donc on est passé de 2000 à 40 000. Et on a essayé justement à chaque fois de cartographier dans une couleur différente l'époque à laquelle le lieu touristique émerge, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc vous voyez, ici c'est les premiers lieux touristiques, c'est très clairement l'Europe. Un petit peu ici, les États-Unis. Est-ce que vous savez lire cette carte? Elle est un petit peu bizarre, hein? Elle est un petit peu bizarre. Mais qu'est-ce qu'on a fait ici avec cette carte? Eh oui. Eh oui, on ne voit plus rien là. On ne voit même plus où est la France. Bon, on a centré la carte sur la France, oui. C'est exprès pour vous, hein.
Et donc, vous avez ici France, Espagne, Grande-Bretagne. Vous avez ici l'Afrique, Madagascar. Vous avez la péninsule arabe. Vous avez ici Russie, Asie. Et puis ici, États-Unis, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et puis ici, vous avez l'Australie. C'est une tentative de... Parce que si on cartographie le monde entier, on est devant des choix de ce qu'on appelle la projection cartographique. Donc, on peut faire plein de choix. Et vous voyez au quotidien plutôt des cartes centrées sur l'Europe. Il y a plein de façons différentes de cartographier. Et donc, ici, on a choisi cette forme pour justement permettre d'avoir d'un coup d'œil, en quelque sorte, l'ensemble des lieux touristiques. Et donc, vous avez ici, en jaune, les premières périodes. Donc ici, surtout, concentré sur l'Europe. Et vous voyez, ici, alors que dans la base de données précédente, on avait 2000 en tout pour les 200 ans. Ici, on a déjà pour les 30-40 premières années le même nombre de lieux touristiques. Et donc, on a une vision plus précise de ce processus de mondialisation qui se fait pas de façon linéaire, mais par à-coups. Et on le voit bien, par exemple, ici, on a en 30 ans, il y a 2000 lieux qui apparaissent. Après, en 20 ans, il y a 4000 lieux qui apparaissent. Et encore en 30 ans, il y a pratiquement 9000 lieux qui apparaissent. Ça veut dire qu'il y a une poussée du point de vue du tourisme, du nombre de lieux touristiques qui émergent. Donc vous avez, en fait, on pense toujours que oui, au XIXe siècle, il n'y a pas eu grand-chose en termes de tourisme, mais c'est complètement faux. On a, avant la Première Guerre mondiale, des émergences très importantes de lieux touristiques. Là, vous avez en 15 ans seulement 9000 nouveaux lieux touristiques qui sont créés, pratiquement un cinquième du total. Donc vous avez 20% qui émergent seulement en 15 ans. Donc c'est énorme. Là, il y a vraiment une dynamique très importante qui se fait tout à la fin donc, du XIXe siècle. Et après, vous voyez, ça ralentit un petit peu. On a toujours l'impression de, oui, après la Seconde Guerre mondiale, c'est très important, le tourisme. C'est vrai, mais ça reprend. Il y a surtout à partir des années 70 où il y a une poussée très importante. Avant, vous avez une longue phase, 45 ans, où il y a à peu près autant de lieux créés comme en 20 ans au XIXe siècle. Donc vous avez vraiment des dynamiques très importantes au XIXe siècle, et on le voit là. Alors c'est à l'échelle mondiale, c'est pas du tout à l'échelle française. Donc vous voyez une expansion du tourisme dans le monde. Alors depuis un foyer européen, ce sont les Anglais qui inventent, si vous voulez, la pratique et un grand nombre de lieux. Et après, une diffusion vers l'Europe. Et puis, de plus en plus loin, donc aux États-Unis, vous voyez, on commence par la côte Est, mais très rapidement, on est déjà sur la côte Ouest. Il y a les premières stations balnéaires qui sont créées aux États-Unis tout de suite après l'annexion de la Californie, après la guerre contre le Mexique et l'annexion de la Californie. Donc, 1855, tout de suite, on crée des stations balnéaires. En Californie. Donc ce sont des dynamiques extrêmement rapides. Et là, vous voyez, donc plus tard, tout ce qui est en bleu, c'est pratiquement, disons, un tiers des lieux touristiques émergent dans les 25 ans entre 75, disons, et 2000. Et là, vous voyez, l'Amérique du Sud est touchée. Vous voyez ici Moyen-Orient, oui, merci beaucoup. Vous voyez aussi l'Afrique, Madagascar.
Vous voyez ici le transsibérien, hein, la ligne du transsibérien. Puis vous avez ici l'Inde, la Chine, et puis l'Australie. L'Australie est massivement investie à ce moment-là, mais il existe déjà des stations, notamment de ski, depuis la fin du XIXe siècle. Alors, on a essayé de montrer aussi la même chose en termes de densité, c'est-à-dire maintenant on peut dire maintenant, excusez-moi, on peut dire maintenant plus qu'avant que oui, en effet, il y a un écoumène touristique. Vous vous souvenez du terme, un espace habité où le tourisme joue un rôle, puisque là, il reste encore des vides, bien sûr. Hein. Ici, vous avez la Sibérie. On peut encore mettre quelques touristes en Sibérie. Je suis sûr que c'est le rêve de tout le monde. Mais vous voyez que ça existe un petit peu partout aujourd'hui, le tourisme. Et donc, dire que le tourisme existe partout ne dit pas encore si c'est très densément représenté ou bien juste un petit peu. Et c'est pour ça qu'on a essayé de raisonner par densité pour voir dans quelle mesure le tourisme est plus ou moins densément représenté. Donc vous avez là notamment l'Europe qui est en rouge, donc où justement il y a une densité très grande. Et puis vous avez d'autres au contraire, hein, d'autres contrées en noir où il n'y a pratiquement pas de tourisme. Et vous voyez de façon quand même très intéressante que donc il y a une espèce de homogénéité de l'Europe en ce qui concerne le tourisme, c'est-à-dire que pratiquement tous les bleds en Europe sont touristiques. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en Afrique ou en Amérique du Sud, pas le cas non plus en Russie, où ce sont des lieux choisis qui sont touristiques. Et donc ça c'est un point très, très important si on veut comprendre comment la mondialisation du tourisme s'effectue. On a vu que ça se fait par à-coups, mais maintenant on comprend aussi que ce n'est pas également réparti dans le monde, c'est qu'il y a des concentrations, il y a des densités plus grandes, des densités plus faibles, et là on arrive bien à le lire. On a fait encore d'autres mesures pour montrer un petit peu la même chose, mais en accentuant justement cette question des densités. Mais globalement, c'est la même image qui apparaît. Alors, si on réfléchit un petit peu à tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, comment Paris, comme capitale touristique, s'insère dans ce processus de mondialisation qui n'est pas du tout linéaire, mais qui se passe par à-coups et qui crée un écoumène touristique qui n'est pas du tout homogène, mais qui est très différencié en termes de densité. Et si vous vous souvenez de cette question de la lutte autour des chiffres, de la difficulté d'avoir des chiffres et de communiquer autour des chiffres, parce que c'est ça aussi qui est central, on peut dire que le slogan capitale mondiale du tourisme est justement une lutte dans ce champ mondial du tourisme autour d'un élément symbolique, mais qui vise qui a un efficace, qui a des conséquences et qui se veut, en disant, on pourrait dire performatif, c'est-à-dire que ça a des conséquences, ça a des effets. Et donc c'est autour de cette symbolique du nombre de touristes qu'on essaie après déchiffrer. Et ça, cette question de la centralité mondiale de Paris dans le champ du tourisme est important parce que le champ mondial du tourisme, je vous l'ai montré, c'est agrandi, touche aujourd'hui l'ensemble de la planète, mais en même temps,
il y a des densités différentes, et il y a des importances différentes. Tous les lieux que je vous ai montrés ne reçoivent pas 30 millions de touristes par an. Donc c'est hautement différencié. Il y a des lieux qui reçoivent 100 touristes par an. Il y a d'autres qui reçoivent 30 millions, peut-être même plus. En tout cas, la question de la lutte autour des chiffres est donc importante. Et Paris, comme un grand nombre d'autres lieux, s'appuie là-dessus pour maintenir une centralité mondiale dans ce champ du tourisme. On a vu aussi que les chiffres reposent sur des estimations, disons. C'est-à-dire que c'est très difficile de les apprécier et ça rend nécessaire, bien sûr, pour nous scientifiques, une critique, une analyse critique, une approche critique. On ne peut pas écrire dans nos articles scientifiques, oui, Paris a 30 millions de touristes, ou 60 millions, ou peu importe, on peut inventer n'importe quel chiffre. Mais ça pose un problème pour nous, scientifiques, bien sûr. Parce que comment est-ce qu'on produit, nous, nos chiffres qu'on veut robustes ? C'est pas aussi simple que ça, et c'est pour ça qu'une grande partie des travaux repose quand même sur des chiffres produits, soit par l'INSEE, soit par l'Organisation mondiale du tourisme, donc par des organismes dont on sait en fait pertinemment que le chiffrage n'est pas très robuste. Mais c'est un vrai problème, hein, c'est un vrai problème que je vous soumets, mais pour nous, scientifiques, c'est très difficile. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce processus de mondialisation établit le tourisme à l'échelle mondiale. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Vous avez vu les cartes. On a bien vu qu'au XIXe siècle, le tourisme n'était pas du tout un phénomène mondial. Mais aujourd'hui, il l'est. Donc, ça a des conséquences. Ça a notamment pour Paris la conséquence qu'il y a de plus en plus de touristes à Paris, de plus en plus de touristes étrangers, de plus en plus de touristes qui viennent d'un petit peu partout. Et vous avez vu le saut des chiffres. Dans les années 1950, on en était à peu près encore à 1 million de touristes étrangers. Et aujourd'hui, on est autour des 15 millions. Donc vous voyez vraiment un saut, disons, quantitatif en tout cas, peut-être aussi qualitatif, n'est-ce pas, du tourisme à Paris. Et c'est comme ça qu'on peut éventuellement apprécier à la fois ce processus de mondialisation du tourisme et voir comment Paris se situe dans ce processus qui dure maintenant depuis au moins 200 ans. Je vous remercie beaucoup. Y a-t-il des questions ? Vous avez dit tout à l'heure que le tourisme commence en 1800. Est-ce que ça veut dire que les touristes du Grand Tour au XVIIIe siècle ne sont pas des touristes pour vous ? Alors, il y a débat sur cette question. Il y a des historiens, comme mon collègue Laurent Tissot de l'Université de Neuchâtel, qui estiment que le tourisme émerge à partir du XIXe siècle, lorsque le mot existe, et que tout ce qui se passe avant, autour du XVIIIe siècle, on pourrait appeler ça le proto-tourisme. C'est-à-dire qu'il y a déjà, bien sûr, des pratiques qui sont relativement semblables, mais il y a un manque de toute l'infrastructure, un manque d'infrastructure et aussi un public, si on peut dire, extrêmement petit. C'est-à-dire que c'est uniquement les aristocrates anglais qui voyagent. Pas du tout, c'est pas du tout une pratique plus assise, plus bourgeoise. Mais en Angleterre, les bourgeois commencent à voyager très tôt d'une manière touristique. Hein. Déjà entre 1820 et 1840, il y a le tourisme bourgeois existe. Alors, beaucoup plus tôt que dans d'autres pays. Oui, est-ce qu'on a réalisé des estimations
ou est-ce qu'il y a eu des études sur la qualité des touristes? J'entends par là qu'effectivement, il y a eu des touristes au 18e, au 19e qui étaient excessivement riches ou alors célèbres. Mozart, il vient à Paris, mais il est déjà célèbre. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, est-ce que le tourisme de masse que l'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des études sociales là-dessus pour montrer à quel moment ça commence et à quel moment il se diversifie, quoi? Oui. Oui, oui, il existe des études. Alors, dans un premier temps, c'était en effet des touristes très aisés qui venaient à Paris, et d'ailleurs pour des séjours relativement longs. Aujourd'hui, les touristes restent en moyenne 2 jours. Alors, au début du XXe siècle, dans les guides, on précise des séjours de 2 semaines, par exemple. Donc, il y a là, bien sûr, un passage, disons, du tourisme exclusivement aisé, riche, vers un tourisme beaucoup plus différencié où toutes les catégories sociales voyagent et viennent à Paris. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que il y a ce qu'on appelle parfois la démocratisation. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais peu importe. Mais dès qu'il y a les étrangers qui viennent à Paris, qui se mettent à voyager et viennent à Paris, ce sont toujours d'abord les classes les plus aisées. Donc ce sont les Chinois les plus riches. Et petit à petit, ça diffuse, mais ça diffuse extrêmement rapidement. Là, aujourd'hui, on est en 2016. On commence à recevoir des touristes chinois depuis 2004 à peu près, depuis qu'il y a l'autorisation donnée par l'État chinois de voyage à l'étranger. Et dans un premier temps, il y avait seulement quelques pays qui étaient ouverts aux Chinois. Et la France ne faisait pas partie des premiers pays ouverts. Depuis 2004, c'est le cas. Et donc là, on voit déjà un changement très important. Alors, dans un premier temps, c'était uniquement des voyages en groupe. Aujourd'hui, ce sont déjà des voyages individuels. En 10 ans, ça a vraiment énormément changé. Et donc, c'est un petit peu un modèle que je vous dis, c'est-à-dire, dans un premier temps, les touristes uniquement très aisés, après une diffusion à travers toutes les classes sociales, mais bien sûr, toujours différenciés dans le temps, et dans un premier temps, des voyages organisés en groupe, mais très rapidement aussi des voyages individuels. Oui, pouvez-vous nous dire si le tourisme, ce qu'on appelle le tourisme d'affaires est intégré dans vos analyses, hein, je veux dire le tourisme lié au concret, et notamment, et à cet égard, quelle a été la place des grandes manifestations comme les foires internationales, les expositions internationales, voire des grandes rencontres comme la COP21? Et puis par ailleurs, alors c'est un autre sujet, est-ce que vous pourriez repréciser ce que c'est la notion de densité touristique dans l'une des dernières cartes que vous avez produites? D'accord. Alors, les chiffres que j'ai montrés pour Paris intègrent ce qu'on appelle, pour les besoins de la statistique, le tourisme d'affaires. Donc, et c'est ça aussi qui est très important pour le tourisme à Paris, c'est le fait que depuis les années 70, on fait des efforts très très grands pour attirer des congrès internationaux. Le Palais de Congrès, par exemple, c'est justement une infrastructure pour dynamiser ce secteur-là. Alors, ceci étant dit, je préfère, lorsque je fais mes recherches sur le tourisme, exclure ce que moi j'appelle les voyages d'affaires de mes analyses sur le tourisme. Et donc, justement, je les appelle les voyages d'affaires, comme différents de voyages, disons, agréments. Et c'est uniquement ces petits bouts des voyages d'agrément que j'appelle tourisme. Mais bon, on peut toujours en discuter. Mais dans toutes les statistiques officielles, alors données par l'INSEE en France ou l'Organisation mondiale du tourisme pour le monde entier, les voyages d'affaires sont toujours compris. Et pas seulement les voyages d'affaires, aussi par exemple si vous allez, pour les Français c'est moins le cas, mais disons que si un Anglais vient en France pour se soigner, parce qu'ils ont des problèmes avec leur système de soins, pour faire une opération,
urgente, il vient en France, il est compté comme touriste. Parce que, dit l'OMT, voyage pour motif de santé. Ou quand un Américain va en Inde se faire opérer parce que c'est moins cher. Voilà, pareil, hein, c'est compté. Ou si vous faites un pèlerinage. On peut toujours discuter dans quelle mesure, c'est pas aussi un petit peu d'agrément, mais vous choisissez pas tellement le lieu. Bah, Lourdes, c'est Lourdes, quoi. Hein, c'est pas... on pourrait même dire, c'est dommage que Lourdes ne soit pas sur la Côte d'Azur. Ou la Mecque. La Mecque, c'est dommage que ce soit en Arabie Saoudite. Hein. Donc, vous voyez, donc, il y a des choses comme ça qui sont toujours intégrées dans les chiffres officiels, mais qu'on doit différencier lorsqu'on fait des recherches sur le phénomène. Après, si je reviens sur ces densités, ce sont à partir de cette carte-là, ce qu'on a fait, c'est que on a calculé la distance entre les différents lieux touristiques. Et après, on a fait des lissages pour donner justement, vous voyez d'ailleurs, ici, il y a des cercles autour. C'est pas tout à fait des cercles, mais on pourrait dire que ce sont des cercles formés autour des points noirs, là. Et justement ici, par exemple. Hein. C'est comme ça qu'on a généralisé, si vous voulez, à un niveau d'échelle supérieur. Et c'est comme ça que... Parce qu'il y a beaucoup de touristes, beaucoup de lieux touristiques. Alors, notre source le dit, n'est-ce pas? Nos guides touristiques, on a dépouillé, le disent. Oui, s'il vous plaît. Et quelle est la définition de l'expression lieu touristique? Selon quels critères vous les avez choisis? Alors, heureusement que vous avez précisé par la deuxième question, parce que là, c'est facile. La première question est très difficile. Alors, ici, c'est très simple. Hein. Les lieux touristiques qu'on a choisi de cartographier ici sont simplement les lieux qui apparaissent dans les guides touristiques qu'on a consultés. Donc, on a considéré, à tort ou à raison, n'est-ce pas, que si c'est marqué dans un guide touristique, eh bien, ça veut dire que, à un moment donné, l'éditeur a considéré que c'était un lieu intéressant pour les touristes, et donc, nous aussi, on a dit, OK, on suit l'avis de l'éditeur, et on ne commence pas à dire, non, il a certainement tort, on va mettre autre chose. Voilà, on s'est appuyé là-dessus. On a dit très simplement, voilà, on suit l'éditeur. La première question était beaucoup plus difficile, et heureusement que vous ne l'avez pas posée, parce que, justement, qu'est-ce qu'un lieu touristique? Je peux vous répondre, oui, un lieu où il y a des touristes. Mais là, vous n'allez pas être très satisfait, parce que vous allez me dire, oui, mais lieu touristique, ça signifie plutôt que c'est un lieu où peut-être il y a une activité dominante, activité économique dominante qui est façonnée par le tourisme, ou une grande partie façonnée par le tourisme. Donc il y a si vous voulez, différentes façons de définir ce que c'est qu'un lieu touristique. Et on peut dire très simplement, oui, c'est là où il y a des touristes, bien sûr. C'est une bonne façon de commencer. Mais après, il y a par exemple des types de lieux très différents, entre des lieux qui sont pratiquement à 100% dépendants du tourisme, comme c'est le cas un petit peu des stations touristiques, et puis d'autres lieux comme les villes, ou une partie seulement comme Paris, hein, où une partie seulement de l'activité économique dépend du tourisme. Oui, bien sûr, on peut aussi entrer par les infrastructures, mais le risque là, c'est d'oublier que les infrastructures peuvent aussi devenir obsolescentes. C'est-à-dire qu'on compte les infrastructures et on ne regarde pas, mais est-ce que vraiment il y a quelqu'un dans ces infrastructures? Par exemple, il y a plusieurs phases d'obsolescence depuis 200 ans du tourisme. Il y a des stations balnéaires britanniques
qui ont été toujours pleines jusque dans les années 60. Et quand on a inventé la Méditerranée en été, tous les Britanniques sont venus en Méditerranée. Il n'y a plus personne en été dans les stations britanniques. Et donc, c'est bien sûr, on a des magnifiques infrastructures. On avait, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est fini, mais on avait de magnifiques hôtels, mais il n'y avait personne dans ces lits. Comme disait récemment une de mes étudiantes, ce sont des lits froids. Je trouvais ça très pertinent. Donc, on a certes des lits, mais ils sont froids. Oui, vous avez parlé de l'incertitude des chiffres due aux méthodes utilisées. Alors bon, on pense que, je ne parle pas du XVIIIe siècle, XIXe siècle, mais est-ce que depuis quelques années, on a des évaluations qui sont un peu stables, bon, si on n'a pas des chiffres exacts, au moins d'avoir des évolutions. Quand on a des méthodes même un peu faussées, mais qui sont stables, on peut voir des évolutions. Oui. En fait, on a toujours eu des méthodes. Sauf que la réalisation a toujours été un petit peu difficile. On a changé de méthode là, par exemple. Dans un premier temps, on a fait des sondages, c'est l'INSEE qui faisait ça. Comment ça s'appelait déjà? Tiens, j'ai oublié. Faisait des sondages régulièrement. Et aujourd'hui, c'est par exemple par la Banque de France que ça passe. Ils font il y a deux enquêtes annuelles très importantes. C'est Enquête aux frontières, EAF, et puis il y a la Banque de France, et puis après ils mélangent comme ça des estimations à l'échelle de la France. À l'échelle de la France. Et donc là, on a des chiffres, de toute façon, on suit depuis les années 1950 l'évolution du tourisme à l'échelle française. Et là, mais avec des méthodes changeantes. Voilà. Mais rassurez-vous, hein, tous les pays sont dans le même cas. Hein, si vous regardez les chiffres officiels de la Thaïlande, pareil, on regarde un petit peu et puis on donne un chiffre. Et le chiffre est toujours un petit peu plus fort que l'année précédente. Bon. Mais c'est pas très gênant, sauf pour les scientifiques qui veulent se poser des questions. Et puis nous, on doit faire avec, on doit inventer nos propres chiffres. Merci beaucoup, Mathis Stock. Merci beaucoup encore. Merci.